L'année dernière, je vous avais fait une vidéo sur 3 films de fiction qui prennent place au sein de cultures autochtones et on avait un peu décortiqué tous les clichés autour des populations locales qu'on pouvait trouver dans ce genre de film. Spoiler alerte pour ceux qui l'ont pas vu, c'était pas joli. Aujourd'hui, je vous propose la démarche inverse. Je vous ai répertorié 3 super films qui mettent en scène des peuples autochtones du monde, sans ethnocentrisme, et qui en plus sont juste des bons films. Alors surtout, restez là. Le premier film dont on va parler dans cette vidéo est le plus fou, le plus incroyable des 3. Il s'appelle La Dernière Forêt, The Last Forest, et en plus, vous pouvez le trouver sur Netflix. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que Netflix a été créé avant Google? Voilà, ça n'a aucun rapport, mais j'ai trouvé ça fou, fallait que j'en parle. Je vous plante le décor. En 2019, le dictateur Jair Bolsonaro arrive au pouvoir au Brésil. Vous le savez, au Brésil, il y a l'Amazonie et dans la forêt d'Amazonie, il y a plein de peuples autochtones, de tribus qui vivent reclus. Mais dans la forêt d'Amazonie, il y a aussi du fric. Il y a de l'or, il y a des arbres à vendre et des terrains à ratisser pour élever des bœufs pour que les Occidentaux puissent se faire des bons gros steaks dégueulasses. Et détruire cette forêt, c'est détruire l'habitat naturel de plein de plantes, de plein d'animaux, mais aussi de plein d'humains. Et Bolsonaro, il protège tous ceux qui déglinguent la forêt. Et donc, qui déglinguent aussi les habitants humains de la forêt, qui sont un peu leur dernier obstacle pour pouvoir exploiter totalement ce territoire. On va donc empoisonner les eaux au mercure, ramener volontairement des maladies comme le Covid-19 ou envoyer des missions pour aller convaincre les jeunes Indiens d'abandonner leur mode de vie traditionnel et la forêt et d'aller travailler et vivre en ville. Voilà, donc le contexte... c'est super. Parmi les Indiens qui subissent cela, il y a la tribu Yanomami. Elle représente environ 40 000 individus qui vivent dans la forêt au nord du Brésil depuis au moins un millénaire. Chez les Yanomami, il y a un chef chaman qui s'appelle Davi Kopenawa. Et c'est lui qui a réalisé ce film sur sa propre culture. Avec Luis Bolognesi, qui est un réalisateur, un scénariste et un anthropologue brésilien, ils se sont lancés ensemble dans la réalisation de ce film, qui en fait est un film un peu hybride entre un documentaire, entre une fiction, qui est en fait une sorte de traduction visuelle des mythes traditionnels des Yanomami. C'est un vrai voyage dans la pensée des Indiens. Parce que Kopenawa, en fait, c'est le porte-parole de sa communauté, en plus d'en être un chef et un chaman. Il est un grand écologiste, un humaniste, et il est connu, il a reçu beaucoup de récompenses, par exemple le soutien des Nations Unies en 1988 pour son action de protection de la forêt d'Amazonie. Et en fait, à travers ce film, il voulait montrer la réalité de la vie des Yanomami. Donc la réalité matérielle, avec la destruction de leur territoire et de leur mode de vie, mais aussi la réalité mentale, le prisme à travers lequel les Yanomami voient le monde, en fait. Il a utilisé un prisme qui est très occidental pour ceci, donc à savoir le cinéma, la caméra, mais en fait, c'est ça qui est totalement dingue, et je vous jure, vous avez jamais vu un film qui ressemble à ça. Ainsi, les deux réalisateurs font découvrir aux spectateurs des traditions orales, des récits mythiques. Ils mettent en scène les mythes fondateurs du monde, selon les Yanomami, et ça montre d'autant plus l'influence qu'une cosmologie peut avoir sur tout un système social, sur tout le fonctionnement d'une société. Bolognesi, donc le réalisateur anthropologue, il a juste laissé les Yanomami créer eux-mêmes la narration de leur histoire. Tous les membres de la communauté, en fait, ils ont été inclus, des fois ils ont été acteurs, des fois ils ont été producteurs, des fois ils ont été réalisateurs, cadreur, traducteur. Et Bolognesi, il a donné une assez longue interview où il a avoué avoir dû souvent laisser les choses faire, lâcher le contrôle par rapport à ce qu'il avait l'habitude de faire en tant que réalisateur. Là où c'est très fort, c'est que c'est pas un documentaire anthropologique froid, détaché et potentiellement un peu chiant. Il y a quand même une grande partie de fiction, de choses qui sont vraiment mises en scène. Et rien que pour ça, je pense que c'est un des meilleurs films que personnellement j'ai jamais vu. Et en plus, encore une fois, on n'a jamais rien vu de similaire non plus. La volonté des réalisateurs, c'est pas de montrer des jolies danses traditionnelles ou des trucs exotiques comme ça, c'est vraiment de faire découvrir et laisser une trace de la pensée et de la conception du monde des Yanomami. Bref, allez absolument voir ce film et dites-moi très très vite en commentaire ce que vous en avez pensé.
Ok, alors là, ce film-là, Rabbit Proof Fence, Le chemin de la liberté en français, mais bon, le titre a pas trop de sens dans sa traduction, c'est sûrement le plus émouvant et le plus prenant des 3 films que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est un film qui se passe en Australie, en 1931, et qui raconte l'histoire de Molly et Daisy, 2 sœurs de 14 et 8 ans, qui sont des Muda Muda, donc des métisses aborigènes, et de leur cousine Gracie, une aborigène de sang pur. Est-ce que vous savez ce qui avait lieu en 1930 en Australie? C'est un pays qui est très loin et du coup, souvent on connaît pas très bien son histoire. Eh bien, les Blancs, là-bas, les colons en fait, avaient la volonté d'exterminer les aborigènes, les natifs d'Australie, et ils voulaient notamment dissoudre la génétique aborigène en empêchant aux natifs de faire des enfants avec d'autres natifs, par exemple. Ou alors, autre exemple, en 1934, l'État du Queensland réclamait la stérilisation obligatoire de tous les aborigènes et de tous les métis. Le gouvernement, il voulait forcer l'assimilation de la culture blanche, de la culture occidentale, aux aborigènes. Et du coup, pour ce faire, ils enlevaient de force les enfants à leurs parents, de préférence avant l'âge de 5-6 ans, afin de pouvoir effacer en quelque sorte leur mémoire, leurs racines, en les empêchant d'apprendre leur propre langue, en leur disant qu'ils avaient pas de famille, etc. C'est sympa encore, hein. Et c'est une politique qui a été appliquée entre 1905 et 1971. Oui, oui. 1971. Et c'est ce qu'on appelle les générations volées. Et Rabbit Proof Fence, c'est le premier film de l'histoire qui parle de ce drame. En 2002, donc, le réalisateur Philip Noyce décide de raconter au grand public cette histoire avec ce film dans lequel on va donc suivre ces 3 jeunes filles qui se font embarquer par la police chez elles dans le nord-ouest de l'Australie et emmenées dans des cages jusqu'au célèbre camp de Moore River Native où donc elles vont subir leur acculturation, leur déculturation même. Sauf que Molly, la plus grande, elle a 14 ans et elle est assez âgée en fait pour ne pas l'entendre de cette oreille. Elle décide du coup de s'enfuir avec sa petite sœur et sa cousine, ses 2 acolytes, à travers le très inhospitalier outback australien à pied. Et pour pouvoir rentrer chez elles, les 3 filles vont longer la célèbre Rabbit Proof Fence. C'est littéralement la clôture de protection anti-lapin. Et en fait, c'est une clôture qui coupe l'Australie en 2. Et cette barrière anti-lapin, elle est vachement symbolique. C'est pour ça qu'elle est importante, je pense, dans le titre. Parce que le ou les pères de Molly et Daisy sont vraisemblablement des ouvriers qui travaillaient sur la barrière et qui ont fait des enfants à une femme aborigène, certainement sans franchement lui demander son avis, et qui ensuite ont disparu à la fin de leur chantier. Et si ce film il est aussi bien, c'est parce que les aborigènes ne sont pas représentés comme des espèces de sauvages mystiques, ni d'ailleurs comme les meilleures personnes du monde de juste par leur ethnicité. Dans le film, il y a des aborigènes qui ont aussi des mauvais rôles. Et on comprend aussi que la plupart des blancs, ils étaient matrixés et ils répétaient des clichés racistes sans même réfléchir à ce qu'ils disaient. Même si, là aussi, il y a quelques blancs dans le film qui sont de très bonnes personnes. Et typiquement, le mec qui s'occupe de placer les enfants aborigènes dans les camps, on appelle ça un protecteur en chef des aborigènes. Et ce choix de nom, il est pas anodin dans l'idée qu'on veut faire passer à la population sur les rôles qu'ont ces mecs-là. On disait aussi à cette époque-là que plus les enfants étaient clairs de peau, plus ils étaient intelligents et donc aptes à aller à l'école. Et en fait, même les enfants aborigènes le disaient. Ça montre à quel point on peut faire rentrer des choses dans la tête des gens plutôt facilement, même quand ça les concerne eux-mêmes. La violence de la police, sa brutalité envers les natifs n'est pas cachée non plus. La démagogie des politiques est affichée aussi, avec des avis de recherche sur les jeunes filles après qu'elles se soient échappées, qui disent que le protecteur en chef des aborigènes est très inquiet et qu'il faut vite les retrouver parce qu'on veut pas qu'il leur arrive des problèmes dans le bush. Et puis que les pauvres, les aborigènes, ils sont dangereux pour eux-mêmes et ils le savent pas et du coup, seuls nous pouvons les aider. Philip Noyce, il a vraiment voulu montrer aux Australiens l'histoire cachée de leur pays parce que oui, là-bas, jusqu'à très récemment, c'était un tabou et plein de gens ne le savaient même pas. Et pourtant, le film n'a eu aucun retentissement en Australie. L'acteur qui joue le protecteur en chef des aborigènes, qui est un acteur assez connu en Australie, a même refusé son salaire habituel afin qu'il y ait plus de budget pour que le film soit plus visible, mais ça n'a pas été suffisant. À l'époque de la sortie du film, c'était pas du tout assumé, cette histoire de génération volée. Et sur certaines affiches du film, le slogan, c'était « Que se passerait-il si le gouvernement kidnappait vos enfants ? C'est arrivé
tous les jours de 1905 à 1971. Et sauf qu'en fait, le chef du gouvernement au Sénat australien de l'époque, qui s'appelle Eric Abetz, il avait littéralement pété un câble à la vue de ces affiches et il avait fait un chantage à Noyce en le menaçant de censure et en réclamant des excuses publiques au gouvernement australien. Quel culot! Mais Noyce n'a pas cédé et a répondu que c'était au gouvernement australien de s'excuser auprès de tous les natifs du pays qu'ils ont colonisé. Au final, en 2008, on change de Premier ministre en Australie et il y a un nouveau Premier ministre qui s'appelle Kevin Rudd qui arrive au pouvoir et il a été le premier à formuler des excuses officielles de la part du gouvernement envers les natifs, envers les générations volées. Et puis, 2-3 ans plus tard, le film de Noyce a enfin connu le succès retentissant qu'il méritait en Australie. Il y a une dernière chose importante que je vous ai pas dite sur ce film, c'est que c'est une histoire vraie. C'est une histoire qui est tirée du livre de Doris Pilkington Garimara, qui est la fille de Molly, le personnage principal du film. C'est un livre qui s'appelle Follow the Rabbit Proof Fence, qui est sorti en 1996. Et d'ailleurs, je voudrais vous raconter un peu ce qu'il se passe après la fin du film, parce que c'est mon seul regret, c'est que c'est un petit peu dommage que ce soit pas raconté. Mais du coup, si vous voulez pas non plus être spoilé de ce qui se passe dans le film, je vous propose de passer direct à la suite, au prochain film. Je mettrai des repères dans la barre d'infos où vous pourrez cliquer directement. Donc, fin 1931, Molly parvient à rentrer chez elle avec sa petite sœur Daisy. Mais plus tard, en 1940, elle est de nouveau enlevée avec les 2 enfants qu'elle a eus entre-temps. Donc Doris, qui doit avoir 3 ou 4 ans à ce moment-là, et Annabelle, qui n'a que quelques mois. Elles sont placées de force à Moore River Native encore. Et en fait, Molly, pour la 2e fois, elle s'enfuit. De la même manière qu'elle a fait il y a presque 10 ans. Mais elle n'arrive à emmener avec elle que sa plus jeune fille, qui n'a que quelques mois, donc Annabelle. Elle retourne chez elle en suivant le même chemin, le long de la barrière. Et à peine 1 an après être rentrée, les policiers viennent lui enlever sa fille Annabelle. Et 30 ans plus tard, Doris, la première fille que Molly avait dû laisser à Moore River, retrouve sa mère et écrit leur histoire. Le seul truc, c'est qu'on ne revit jamais Annabelle. Le sel de la terre, c'est un film documentaire réalisé par Juliano, je sais pas comment on dit, Ribeiro Salgado et par Wim Wenders. Wim Wenders, c'est un photographe et réalisateur allemand, du coup peut-être qu'on dit Wim Wenders, je sais pas. Et Juliano Salgado, c'est le fils du photographe Sebastião Salgado. Et justement, ce film, c'est au sujet de son propre père, enfin plutôt au sujet du travail de son père. Si vous le connaissez pas encore, Sebastião Salgado, c'est un photographe brésilien qui, à mes yeux, donc sans aucune objectivité, est le plus grand et le plus admirable des photographes. C'est un livre de Salgado là. Pour vous faire un petit topo sur le gars, Sebastião Salgado a fui la dictature du Brésil à la fin des années 1960 et est devenu réfugié politique en France avec sa femme. Il est alors un économiste brillant et à l'âge de 29 ans, en Afrique, il va découvrir la photographie. Et puis là, du coup, toujours avec sa femme qui est vraiment son acolyte, ils arrêtent tout tous les deux pour se lancer dans la vie de reporter et pour montrer au monde ce qu'il se passe au Brésil, en Afrique et partout à travers le monde. Les exodes, les guerres, la déforestation. Il fait des photos qui sont vraiment pleines de poésie, en noir et blanc, pleines de sensibilité, de vérité, de beauté, mais en même temps vraiment dures. Et on dit parfois que ces photos représentent l'esthétique de la violence ou qu'il est le photographe de la condition humaine. Pourquoi je vous en parle dans une vidéo qui est supposée parler des films qui racontent des histoires sur les peuples autochtones du monde? Salgado, il est épuisé de voir les horreurs du monde. Il s'est réfugié dans son Brésil natal, au cœur de la forêt, qui elle aussi, entre-temps, est dévastée, et il passe une dizaine d'années à reforester avec sa femme Lélia. Et du coup, vers 2004, il se lance dans un grand projet qui s'appelle Genesis, et qui en fait est un hommage à la beauté de la planète, de la nature, mais aussi des cultures autochtones, traditionnelles ou respectueuses de l'environnement. Et au cours de ce projet, qui durera quand même 8 ans, le réalisateur du film ainsi que du coup son fils vont le suivre à travers le monde pour montrer son travail, l'évolution de son travail, mais aussi le monde en lui-même et les cultures qui vivent au plus près de la nature que va rencontrer Salgado. Ce film, du coup, il est autant un documentaire artistique qu'un vrai manifeste
écologiste et humaniste surtout. Donc le film, il est en noir et blanc pour s'adapter à l'esthétique des photographies de Salgado, sauf la fin, mais je vais pas vous dire pourquoi, je préfère vous laisser découvrir ça par vous-même. Mais en tout cas, si c'est pas un film qui est centré, on va dire, sur un ou des peuples autochtones du monde, comme les deux autres peuvent l'être. C'est un film qui est centré sur un photographe qui parle avec beaucoup de justesse et d'élégance, même, je dirais, des peuples du monde. Déjà parce que Salgado, il a un lien qui est quand même étroit avec les Indiens d'Amazonie, avec qui il a beaucoup vécu et même grandi, en quelque sorte. Mais aussi, surtout, parce que, en fait, il a rencontré toutes les humanités de notre ère, de tous les continents et dans tous les États. Et puis, de plus, avec ses connaissances en économie, il profite de ce film pour faire passer son rêve d'un modèle socio-économique plus responsable qui saurait inclure les communautés du monde. Et bonne nouvelle, c'est aussi un film que vous pouvez trouver sur Netflix.